Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 4 juillet. Voici les grands titres de ce 20h. La 41e édition de l'opération Grand Ménage a été lancée aujourd'hui à l'Arabia, Assé et Samo, dans la région du Sud Comoé. La RTI, partenaire officiel de cette édition, était aux côtés du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. La ministre Anne-Désirée Ouloto et le ministre de la Santé, Jeanne Akaouélé, ont supervisé l'opération qui vise à donner fière allure à nos cités. Les inondations, comment y remédier? La question préoccupe bien des États. Pour les climatologues, hormis les caprices climatiques, les activités peu écologiques de l'homme ont une part de responsabilité dans les changements climatiques. Il faut donc accentuer la sensibilisation. Et le coronavirus qui est toujours menaçant, le bilan sanitaire vient d'être dévoilé. Ce samedi, on dénombre en Côte d'Ivoire 218 nouveaux cas confirmés, 81 nouvelles guérisons. La déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce journal. Ce 4 juillet, les États-Unis célèbrent leur fête nationale dans un contexte sanitaire à très haut risque. L'OMS tire la sonnette d'alarme. Le pays a recensé 728 nouveaux décès dus à la COVID-19, portant le nombre total de morts à 129 405. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Notre invité est M. Bakary Sanogo, directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG, qu'il dirige, a publié récemment un hors-série d'impact développement intitulé Côte d'Ivoire, le capital Ouattara. C'est un recueil de réflexions sur les performances du gouvernement ivoirien dans divers secteurs, notamment eau, électricité, santé, diplomatie. Mais comment ces résultats ont-ils été obtenus? Quel est surtout l'impact sur le terrain? M. Bakary Sanogo, DG du CICG, nous répondra. Bonsoir, M. Sanogo. Oui, bonjour, madame. Alors, le CICG que vous dirigez a publié récemment un hors-série d'impact développement. Je tiens bien l'ouvrage maintenant, intitulé Le capital Ouattara. Alors, si vous voudrez bien résumer ce capital, que répondrez-vous en 2 mots seulement? Je dirais tout simplement, pour résumer cela, je parlerai de compétences, de leadership et de vision. 3 piliers essentiels. Vous nous en direz davantage dans la page culture sur ces 3 piliers qui fondent le capital Ouattara et qui boostent depuis quelques années le développement de la Côte d'Ivoire. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Monsieur Sanogo. Merci. Nous commençons par l'opération Grand Ménage qui vise à donner fière allure à nos cités. La 41e édition a été lancée aujourd'hui à l'Arabia, Assé et Samo dans la région du Sud Comoé. La RTI est partenaire officiel de cette édition. Le directeur général Fosseni Dambélé et sa délégation était aux côtés du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. La ministre Anne-Désirée Ouloto et le ministre de la Santé, Jeanne Akaouélé, ont supervisé l'opération marquée, entre autres, par des activités de nettoyage, de remise de kits de salubrité et par l'installation de comités locaux. La ministre Anne-Désirée Ouloto invite les populations à s'approprier cette action de propreté. On l'écoute au micro de notre reporter Grace Kando. Le président de la République a demandé que nos activités soient soutenues par les médias d'État. Je voudrais, monsieur le directeur général de la RTI, partenaire du Grand Ménage, vous dire que nous comptons sur vous. Le président de la République a dit que ce sont des activités d'intérêt national. Il faut nous aider à changer les mentalités. Et en changeant les mentalités, nos comportements changeront. On ne jettera plus rien à terre. On jettera dans les poubelles. On vous a mis des bacs à ordures à disposition. Il faut les utiliser. Nous avons apporté du matériel. Je voudrais vous rassurer que nous continuerons de vous accompagner. Je voudrais me tourner vers vous, jeunes, femmes, chefs, religieux, population ivoirienne et non ivoirienne, cadres, paysans, commerçants, transporteurs, élèves, étudiants. La propreté, c'est l'affaire de tous.
Et comme on le voit, cette opération de salubrité se déroule en pleine saison pluvieuse, une saison qui court jusqu'à fin juillet. Restons donc vigilants. De fortes précipitations sont attendues par endroits. La Sodexam informe d'ailleurs que ce week-end sera marqué par des pluies intermittentes, des pluies parfois orageuses qui toucheront le district d'Abidjan ainsi que le nord-est du pays et se propageront au fil des heures vers la partie ouest du pays. La vigilance reste donc de vigueur. On les redoute dans tous les pays. Inondations, glissements de terrain en saison pluvieuse. Mais comment y remédier? La question préoccupe bien des États. Eh bien, pour les climatologues, hormis les caprices climatiques, les activités peu écologiques de l'homme ont une part de responsabilité dans les changements climatiques. Il faut donc accentuer la sensibilisation, nous dit Walter Amadou Ouattara. La violence des orages en Espagne, des torrents d'eau en Italie, des rues dévastées en Grèce. Des tempêtes dans le sud de la France. L'intensité des pluies a augmenté de plus de 22% autour de la Méditerranée durant ces dernières 50 années. Ces images, qui datent de 2015, illustrent des catastrophes dont l'origine viendrait du changement climatique, variation des caractéristiques climatiques en un endroit donné. Le changement climatique se fait ressentir par un réchauffement ou un refroidissement atmosphérique. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants, notamment l'élévation du niveau des mers, l'accentuation des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, cyclones et inondations. Les causes sont innombrables et elles dépendent un peu des spécificités des zones d'inondation. Par exemple, vous avez des inondations qui sont de type fluvial, c'est-à-dire qu'un fleuve qui sort de son lit, donc suite aux pluies qui sont importantes. Vous avez aussi des types d'inondations de type pluvial, comme celles que nous vivons ici à Abidjan. Donc, suite à des pluies torrentielles, on a les montées des eaux, mais qui souvent sont associées à, disons, à une activité anthropique ou à la mauvaise gestion des territoires ou des zones d'habitation. Donc il y a une foison de causes donc, qui sont aussi complexes les unes que les autres. Pour les experts de la question, certaines activités humaines causant les différents types de pollution impactent négativement l'environnement. Au nombre des activités de l'homme, longtemps décriées, se trouvent entre autres la déforestation et la production de gaz à effet de serre qui s'accroît depuis 1750, début de l'ère industrielle. Si rien n'est fait pour diminuer les rejets humains de gaz à effet de serre, l'augmentation incontrôlée de l'effet de serre pourrait provoquer une augmentation de la température du globe jusqu'à 10 degrés Celsius en moyenne d'ici à 2150. Des catastrophes naturelles, marquées aussi par des inondations, n'épargnent aucun continent, même l'Afrique qui pollue moins. Des inondations qui ont marqué le monde, on en a plusieurs. Et comme ça, de mémoire, celle qui me revient, c'est, disons, le tsunami en Indonésie en 2004, le 26 décembre 2004, où on a eu, suite à un tremblement de terre, nous avons eu un raz de marée, un tsunami qui a inondé donc les côtes indonésiennes, faisant en quelques heures 220 000 victimes, avec 1 million de personnes sans abri. L'épisode Katrina, qui est donc des inondations suite à un cyclone, qui s'est abattu sur les côtes des États-Unis. Et on a vu 1836 personnes qui sont mortes à la suite de ces inondations-là. Il y a aussi d'autres cas, mais qui sont plus anciens. Par exemple, en Afrique, nous pouvons citer du 4 au 5 août, dans la ville entière de Khartoum, on a eu 80% de la ville qui a été totalement sous les eaux, avec 200 000 logements et abris qui ont été détruits. Face à la situation, les États œuvrent pour réduire les menaces, mais le changement de comportement individuel demeure un atout majeur dans cette lutte contre les changements climatiques et ses conséquences. Il s'agit pour nous de trouver des stratégies, de pouvoir avoir une réponse adaptée au changement climatique avec des gestes éco-citoyens, comme on le dit, du commun des mortels. On peut privilégier les transports en commun, pour éviter que chaque personne utilise son véhicule qui va émettre des gaz à effet de serre. On peut mettre en place des stratégies de reboisement. Donc tout un chacun serait amené à planter des arbres pour pouvoir redorer
on va dire, le couvert forestier et permettre à ces arbres de capter tout ce qui est gaz à effet de serre, on pourrait aussi avoir recours aux énergies renouvelables d'une manière générale. En novembre 2019, les pluies diluviennes ont fait des centaines de milliers de déplacés en Centrafrique. Au plan sanitaire, on prend aussi des précautions contre le paludisme. De janvier à décembre 2019, la Côte d'Ivoire a enregistré 5 millions de cas de paludisme, dont 1640 décès. Et ces 3 dernières années, ce nombre de décès a baissé. Cependant, les 6 premiers mois de 2020 ont été fortement impactés par la crise sanitaire liée à la COVID-19. On observe une augmentation des cas de paludisme. Le directeur coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme tire donc la sonnette d'alarme. Walter Amadou Ouattara. Le paludisme continue de tuer en Côte d'Ivoire. Les différents programmes de lutte avaient permis de faire régresser le nombre de décès indiqués de 3 340 cas en fin 2016 à 1 640 décès fin 2019. Selon le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, la réduction de la fréquentation des centres de santé relativement à l'actuelle crise sanitaire et la non-utilisation des moustiquaires imprégnés plombe ces résultats de fin 2019. 5 à 15% d'augmentation du nombre de cas. Pourquoi? Parce qu'après, de mars jusqu'à mai, la population étant apeurée, elle a fréquenté très peu les hôpitaux. Nous sommes arrivés en saison de pluie et donc cela aussi a augmenté le nombre de cas. Si on n'avait pas cette maladie à Covid, on pense qu'on pourrait aussi certainement réduire cela. Le nombre de décès aussi a augmenté entre 2 et 5%. Pourquoi? Parce qu'on a eu des cas de paludisme graves et on a perdu quelques enfants. On note que le taux d'utilisation de la moustiquaire imprégnée évolue lentement entre 25 et 45% à Abidjan. En cette saison des pluies marquées par des inondations, les populations doivent accompagner les actions de l'État dans la lutte contre le paludisme. L'État fait sa part. La part de l'État, c'est quoi? C'est mettre à disposition des médicaments, payer les moustiquaires, mais que la population aussi accepte d'accompagner le gouvernement, le ministère de la Santé et le programme national de lutte contre le paludisme en détruisant les gîtes larvaires qu'ils ont dans leur maison. S'il n'y a pas de pneus usagés, il n'y a pas de boîtes de conserve usagées qui sont là, qui récoltent de l'eau, il n'y a pas de gîtes larvaires quelque part, de flaques d'eau quelque part, s'il n'y a pas tout ça, je vous rassure que le paludisme va reculer d'un très bon. Il faut qu'on arrive à assainir notre cadre de vie. C'est pour ça que pendant cette saison de pluie-là, nous demandons aux populations de ne pas laisser des flaques d'eau devant leur maison et partout où ils sont, de rendre propre leur environnement. S'ils le font, ils vont voir qu'ils vont avoir moins de cas de paludisme. Sur 5 décès enregistrés par jour liés au paludisme, 4 concernent les enfants. Voilà comment on le voit, la Côte d'Ivoire est au front sanitaire. Le pays est engagé dans le combat contre le paludisme, mais également contre le coronavirus. On continue la sensibilisation au point de presse quotidien du gouvernement. Le coronavirus circule encore. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle donc à la vigilance, à ne pas surtout relâcher dans le respect des gestes barrières, ces gestes qui sauvent. Sidonie Davila. Campagne de sensibilisation, communication à travers plusieurs supports. Malgré tout ce qui est fait et dit pour faire barrière à la maladie à coronavirus, les chiffres dans le pays vont de plus en plus croissants. Une situation qui s'explique par plusieurs raisons. L'épicentre demeure le Grand Abidjan avec au moins 96% des cas. L'intérieur du pays faiblement impacté, même si le nombre de districts sanitaires touchés a augmenté. Des cas de décès de Covid-19 ont été également notifiés chez des sujets jeunes ou des sujets ne présentant aucun antécédent médical particulier. C'est la preuve que la maladie est réelle, qu'elle est dangereuse et que nul n'est à l'abri. Le ministère de la Santé note également un relâchement du respect des mesures barrières. Face à ce constat qui interpelle, Dr Edith Kwasi implique la responsabilité de tous dans le respect scrupuleux des mesures sanitaires et sécuritaires pour faire reculer la pandémie. Parlant justement de sécurité, en condamnant le comportement de certains usagers de la route qui enfreignent aux mesures sécuritaires mises en place par les autorités, le commissaire Bleu Charlemagne s'est voulu ferme. Les principaux convois officiels qui ont été organisés jusque-là étaient liés
à la reprise des classes. Bien entendu, appelons la bienveillante attention de messieurs les préfets de nos 108 départements signataires délégués des dites autorisations à l'effet d'exiger à tout requérant le moyen par lequel il entend se rendre à Abidjan et vice-versa, conformément à l'annexe de l'arrêté susvisé. Dans la journée du vendredi, 6 individus de diverses nationalités ont été interpellés et refoulés par le commissariat mixte de Ouagadougou pour violation de mesures de fermeture des frontières ivoiriennes, selon le commissaire Bleu Charlemagne. Voilà, restons prudents. Le coronavirus est toujours menaçant. Les chiffres sont tombés. Le bilan sanitaire vient d'être dévoilé. Ce samedi, on dénombre dans notre pays 218 nouveaux cas confirmés, 81 nouvelles guérisons. Nous écoutons le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba, au micro de Francis Boifo. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 4 juillet 2020, 218 nouveaux cas de Covid-19 sur 1553 échantillons prélevés, soit 14% de cas positifs, 81 guéris et 2 décès. Nous avons noté ce jour 2 décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il s'agit de 2 patients de 61 ans et de 73 ans, tous 2 diabétiques. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 4 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 462 cas confirmés, dont 4 807 personnes guéries, 72 décès et 5 583 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 62 205. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. La pandémie n'est donc pas terminée. Respectons les gestes barrières. Le virus continue de se propager. En Afrique, notamment au Ghana, on dénombre 19 388 cas confirmés, 117 décès. Au Maroc, 13 822 cas confirmés, 232 décès. En Afrique du Sud, 177 124 cas confirmés, 2 952 décès. Au Nigeria, 27 564 cas confirmés, 628 décès. Dans le monde, on dénombre ce jour au moins 11 143 945 cas confirmés et au moins 527 681 décès. Après avoir enregistré donc ce vendredi un chiffre record, ce sera donc un chiffre record d'infection au coronavirus. Les États-Unis célèbrent ce samedi leur fête nationale dans un contexte sanitaire à très haut risque. L'OMS tire la sonnette d'alarme. Le pays a recensé 728 nouveaux décès dus à la COVID-19, portant le nombre total de morts à 129 405 aux États-Unis. Continuons donc de respecter les gestes barrières pour venir à bout de cette pandémie. Ici en Côte d'Ivoire, des initiatives privées sont à la tâche pour accompagner notre pays dans sa marche vers son développement. Et parmi ces entrepreneurs, 7 ont été identifiés cette année par des observateurs de la société civile comme des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Et 5 d'entre eux viennent d'être primés. Bassim, prix Bassim 2020. Et ces primés voient en cette distinction une invitation à mieux faire. Walter Amadou Ouattara. Plusieurs actions sont entreprises par l'État de Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations. Pour accompagner ces actions, de bonne volonté du pays œuvrent dans différents domaines d'activité. Certains de ces acteurs ont été identifiés par une agence privée comme étant des bâtisseurs. Cette agence vient de les distinguer. Ces acteurs reçoivent ici le prix bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Ils ont décidé de contribuer au développement de leur pays auprès du président de la République en créant des emplois.
en investissant dans la jeunesse, en sensibilisant aussi à la cohésion sociale. Nous les avons sélectionnés avec un comité composé de journalistes, de juristes et d'hommes de médias. Ces prix visent à encourager ces distingués à mieux faire, témoigne Cousteau Sissoko, directeur général d'une entreprise de réalisation de forages. Il avait déjà reçu au niveau national le premier prix d'excellence dédié au secteur de l'eau potable en 2015. Quand on a déjà un prix déjà de leader, je pense que c'est déjà une bonne chose. Nous sommes sur la bonne voie. Nous travaillons dignement, honnêtement. À l'endroit de la jeunesse, j'insisterai sur un fait. La jeunesse ivoirienne danse beaucoup, elle s'amuse beaucoup, alors que seul le travail paye. Il faut que la jeunesse participe. Et il ne faut pas participer en attendant en retour quelque chose immédiatement. Sinon, j'ai semé, aujourd'hui je récolte. Mais je n'ai pas semé aujourd'hui pour récolter aujourd'hui. L'Ivoirien nouveau, c'est un engagement que nous, en tant que jeunes, on devait s'approprier pour faire en sorte que les Ivoiriens puissent porter des valeurs. Le prix Bassim, ou prix bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, est à sa 3e édition. Et on ouvre le chapitre politique de ce 20h. Le ministre Kobena Kwasi Ayoumani poursuit sa campagne de sensibilisation pour l'enrôlement des nouveaux électeurs et surtout les nouveaux majeurs. Hier vendredi, ce sont plusieurs villages du département de Sandégué qui ont été visités par le coordinateur régional du RHDP du Kontougo. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Le coordonnateur régional du RHDP du Kontougo à l'assaut du peuple Barbo, population installée dans le département de Sandégué. Kobena Kwasi Ayoumani, accompagné de plusieurs cadres du RHDP, sont allés inviter les retardataires à s'inscrire sur la liste électorale. Ils y sont aussi pour expliquer les raisons qui ont motivé le choix d'Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP à la prochaine présidentielle. Un choix approuvé par les populations des localités visitées. Les populations du Barbo veulent rester fidèles à ce grand monsieur qu'est le président Alassane Dramane Ouattara. Le Barbo veut donner au soir du 31 octobre un score de 100% à Amadou Gon Coulibaly parce que c'est lui que le Barbo connaît. De Donvaï à Dimodougou, en passant par Namansi et Sandégué, le ministre Kobena Kwasi Ayoumani a demandé aux populations de se mobiliser pour assurer la victoire du candidat du RHDP au soir du 31 octobre prochain, avant d'exhorter les guides religieux à multiplier les prières pour le président et son gouvernement, et surtout pour la paix en Côte d'Ivoire. Demandez à tous les retardataires d'aller se faire enrôler. Et depuis un moment, c'est l'engouement total qui est suscité. Nous sommes fiers de savoir que nos parents de Barbo, en plus des prières qu'ils formulent pour notre candidat, sont engagés pour la cause de ce dernier et ont pris l'engagement de le voter au soir du 31 octobre 2020. Le coordonnateur régional du RHDP du Kontougo a signifié aux populations la poursuite des travaux de développement engagés dans la région du Kontougo. À ce jour, 98% des villages du département de Sandégué disposent d'électricité et tout est mis en œuvre pour couvrir la totalité avant la fin de l'année 2020. Le ministre Jean-Claude Kwasi, coordinateur régional RHDP de Gbeke, appelle aussi à une inscription massive sur la liste électorale. Il multiplie les rencontres sur place dans cette région. Kader Sogodogo. Échange entre le ministre Jean-Claude Kwasi, coordonnateur régional RHDP Boaké 2, avec les coordonnateurs associés des sous-préfectures. Jean-Claude Kwasi saisit l'occasion de la prorogation de la date de la fin des inscriptions sur la liste électorale pour motiver les coordonnateurs associés à faire davantage. Il leur demande de tout mettre en œuvre pour faire inscrire le maximum de population, particulièrement les nouveaux majeurs, en vue de leur permettre de participer à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il faut transformer toutes les pièces qui ont été déjà établies en électeurs, surtout au niveau des nouveaux majeurs, mais des anciens majeurs aussi qui jusqu'à présent ne figuraient pas sur la liste électorale. Et puis nous avons besoin de faire en sorte que ceux qui détiennent une carte nationale d'identité et qui ne figurent pas sur la liste électorale et qui nous sont proches aillent se faire inscrire également sur les listes électorales. Des motos sont offertes aux coordonnateurs associés des sous-préfectures pour le suivi de l'opération d'enrôlement. Le ministre Jean-Claude Kwasi vise à faire enrôler plus de 10 000 nouveaux majeurs dans la région de Boaké 2 pour la victoire du RHDP à l'élection présidentielle de 2020.
Les membres de l'Union des enseignants RHDP, UE-RHDP de la région de la Nawa sont aussi sur le terrain pour sensibiliser les nouveaux majeurs et les populations à prendre une part active au processus de révision de la liste électorale qui prend fin ce 5 juillet. Après les villes de Soubré et Méagui, le coordinateur régional associé du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de la Nawa continue d'investir le terrain. Cette fois, le cap est mis sur les localités de Buyo, Gueyo et Grands Atri. L'idée, sensibiliser les membres de l'Union des enseignants RHDP à s'engager davantage dans le processus de révision de la liste électorale. Autrement dit, inviter les enseignants de ce groupement, quel que soit l'endroit où ils résident, à aller dans les campements et hameaux pour exhorter les populations, en particulier les nouveaux électeurs, à une adhésion massive autour de l'opération de l'enrôlement sur la liste électorale. Je me suis déjà fait enrôler et nous sommes prêts pour encourager d'autres nouveaux majeurs au niveau du corps enseignant à se faire enrôler pour la victoire de notre candidat Amadou Gon Coulibaly. Après une dizaine de jours de sensibilisation dans la Nawa, l'heure est au bilan. Cette tournée est satisfaisante. On a senti une grande mobilisation aussi bien à Bio comme à Grands Atri. Et là, les enseignants sont mobilisés et ils comptent faire encore mieux que ce qu'ils ont fait. Pour les membres de l'Union des enseignants, UE-RHDP, la prorogation des jours de processus de révision de la liste électorale vient à point nommé pour leur permettre de multiplier les campagnes de sensibilisation à l'endroit des nouveaux majeurs pour la réussite de cette opération d'enrôlement. La sensibilisation dans la Nawa, un reportage réalisé pour vous par Jean-Marc Gagui. Le ministre Kagba Laurent a rencontré à Yamoussoukro des jeunes, des femmes, des enseignants, des secrétaires régionaux et des élus issus de l'UDPCI. Ils soutiennent la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la présidentielle et réaffirment leur appartenance à la famille du RHDP. Quoi Dieu comme Jean de Dieu. Réaffirme l'appartenance et l'engagement total des militants du RHDP issus de l'UDPCI à demeurer dans la grande famille RHDP conformément aux résolutions du deuxième congrès extraordinaire de l'UDPCI du 12 mai 2018. Soutient avec détermination et sincérité la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 conformément aux résolutions du Conseil politique du 12 mars 2020. Telle est la trame du communiqué final sanctionnant cette rencontre de Yamoussoukro. Pour la présidente du comité d'organisation, il est juste question de prendre ses responsabilités en relation avec ses convictions. Selon Kagba Laurent, le président, la présente rencontre célèbre la solidarité, l'engagement et le respect de la parole donnée. S'agissant du président actuel de l'UDPCI, les négociations continuent pour le maintien de la cohésion sociale au sein du parti. Nous continuerons à tout mettre en œuvre pour convaincre le président de l'UDPCI à venir prendre sa place de deuxième vice-président au sein du RHDP. Le ministre Touré Mamadou a apporté sa caution morale à ces assises. Les femmes, les enseignants, les secrétaires régionaux et les élus de l'UDPCI ont successivement lu 5 motions de soutien. Ces militants ont vigoureusement soutenu la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'en faire la promotion afin d'assurer au RHDP une victoire écrasante à la présidentielle d'octobre 2020. Ils félicitent les cadres du parti pour leur détermination et engagement à maintenir la cohésion au sein du RHDP. Alternative AGC vient de faire sa sortie politique. Ce mouvement n'est pas issu du RHDP, mais apporte son soutien au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la présidentielle. On en sait plus avec Sidonie Davila. Alternative AGC, un nom à mettre à l'actif des mouvements ou associations à caractère politique. Au sein de ce mouvement sont réunis des hommes et des femmes de différents partis politiques et d'activités professionnelles diverses, déterminés à ratisser large pour le compte du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Un objectif rappelé lors de la présentation officielle d'Alternative AGC.
Alternative AGC est un mouvement de soutien qui vient en complément du RHDP pour la victoire du candidat Amadou Gon Coulibaly. C'est un mouvement d'appui au RHDP. C'est un engagement récent, mais un acte de conviction pour exprimer notre soutien au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En cette année électorale, l'initiative AGC se veut un cadre de réflexion et d'action politique qui permettra à ses membres d'aller plus loin en vue d'apporter leur contribution à la victoire d'Amadou Gon Coulibaly. Une vision encouragée par le parrain. AGC était le meilleur de la classe et il a appris beaucoup auprès de son mentor, le président Alassane Ouattara. Et depuis 2011, nous sommes tous contemporains de l'évolution de notre pays. Mais je vous encourage donc à activer vos structures locales, régionales, de sorte à pouvoir faire des choses décentralisées pour occuper tout le pays. Créé il y a un an, les membres de ce mouvement d'appui au RHDP occupent le terrain pour des actions concrètes, car tous convaincus que AGC reste l'alternative la plus crédible pour mener la Côte d'Ivoire vers de nouvelles espérances de progrès. Et on prie aussi pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. À Bouaké, justement, le coordinateur régional du RHDP a rencontré l'ensemble des guides religieux. Un seul message, prier pour la paix dans notre pays en octobre prochain. On en sait plus avec notre reporter Kadé Sogodogo. Le ministre des Transports, Amadou Koné, coordonnateur régional RHDP de Bouaké, est face aux guides religieux de la ville. Une rencontre qui s'est tenue sur 2 jours. Un seul centre d'intérêt, sensibiliser et prier pour un processus électoral de plus apaisé en Côte d'Ivoire. Personne n'est prêt à retomber dans des violences. Nous voulons la paix pour développer la ville de Bouaké, la paix pour aller à l'église, la paix pour aller à la mosquée. Chrétiens et musulmans, ensemble, regardent dans la même direction, une élection démocratique et des résultats acceptés de tous. Et nous sommes rentrés dans une phase délicate. On a 4 mois, non 3 mois, les 3 prochains mois sont des mois où on va tout entendre, on va tout voir. Parce qu'en politique, parfois, le sens de la responsabilité n'est pas la chose la mieux partagée. Et je voudrais que vous continuiez, que vous nous faites confiance. Nous, on va continuer avec nos frères ce travail. Mais vous priez dans les villages, dans les paroisses, dans les mosquées, dans les grandes villes, qu'on passe le message de la fraternité. Avant les religieux, le ministre Amadou Koné a rencontré les différentes communautés vivant à Bouaké. Ces rencontres vont s'étendre à d'autres couches de la ville. Voilà, la paix, la culture, vous l'avez compris, l'heure de parler culture dans ce 20h. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, porte son soutien à la famille de l'archevêque Kassid Azito, décédé après une courte maladie. Le président du FPI était justement à la cérémonie de dédicace d'un livre écrit en la mémoire de l'illustre disparu. Éric Goré. C'est le 16 mai dernier que l'archevêque Kassid Azito, fondateur de la mission évangélique MEDA, s'est éteint. Pour pérenniser ses actions, une œuvre littéraire retraçant sa vie a été dédicacée. À cette cérémonie de dédicace, plusieurs personnalités politiques et religieuses, parmi lesquelles le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan. C'est l'occasion pour tous ceux qui croient dans le Seigneur de se retrouver et pour apporter de la compassion d'abord à toute la communauté religieuse, à sa famille. Et à l'occasion de cette cérémonie, il nous a été donné de prendre connaissance d'un ouvrage qui a été écrit en son honneur pour relater sa vie. Pour l'auteur, Kassid Azito est le premier archevêque thaumaturge. Un thaumaturge, c'est un homme de Dieu qui a une capacité à faire les miracles dans les domaines de la guérison, dans les domaines de la révélation, dans les domaines des prodiges et des signes. Kassid Azito part, mais ses œuvres restent. Ses enfants spirituels se disent prêts à assurer la relève. Il a eu le temps de former des hommes compétents
qui sont prêts à assumer toutes les responsabilités de ces structures chrétiennes. Donc nous n'avons pas d'inquiétude. Notre rôle aujourd'hui serait de pérenniser cette grande œuvre à travers la Côte d'Ivoire et à travers toute l'Afrique. Ce livre de 188 pages est vendu dans les librairies chrétiennes. La 4e édition des rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan, Rihanna 2020. C'est le vernissage. Il a été marqué par une exposition de l'artiste peintre ivoirien Jacob Bleu. Cela va durer tout le mois de juillet. Franck Diop, le reportage. La 4e édition des rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan, Rihanna 2020 est ouverte. Des créateurs locaux et étrangers exposent durant tout le mois de juillet. Des créateurs ivoiriens présents qui soutiennent leurs frères étrangers qui n'ont pu effectuer le déplacement coronavirus oblige, et cela par une diversité de créations autour d'un thème rêvé l'Afrique d'après. Après toute cette situation-là, il faut pouvoir se retrouver dans une Afrique combattante, une Afrique d'espérance, une Afrique qui se développe. Au niveau des amoureux de l'art, il faut qu'ils ont accueilli ça avec beaucoup de joie et de satisfaction. Ça fait que chacun peut venir à son rythme durant un mois pour venir voir les œuvres. Une activité culturelle ouverte depuis le mercredi 1er juillet. La particularité de Rihanna cette année, une exposition collective, mais aussi une autre individuelle mettant en avant les œuvres de l'Ivoirien Jacob Bleu, une palette de choix pour les passionnés d'art qui auront de la tapisserie, de la peinture et de la céramique, entre autres. Ajouter à cela le numérique, de belles perspectives. Les Rihanna sont un événement que nous estimons de haute portée culturelle et sociale et dont les objectifs rejoignent les nôtres, promouvoir de jeunes talents ou encore offrir des opportunités sur des formes innovantes d'expression artistique. Notons que l'objectif de ce festival, contribuer au développement des nouvelles technologies liées au digital et à l'art. Rappelons que du fait de la crise sanitaire mondiale, cette 4e édition des Rihanna se tiendra nécessairement dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement ivoirien. Ainsi, seulement 40 personnes seront admises sur les différents sites chaque jour durant toute la durée du programme. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Bonsoir, Monsieur Bakary Sanogo. Oui, on vous retrouve avec plaisir. Bonjour. Je rappelle, vous êtes le directeur général du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale. Alors, vous venez de publier Côte d'Ivoire, le capital Ouattara, réflexion sur les performances du gouvernement ivoirien. C'est un hors-série d'impact développement, mais avant tout, dévoilez-nous en quelques mots seulement les missions du CICG. Oui, le CICG, c'est le Centre d'information et de communication gouvernementale, en abrégé CICG, dont la mission est bien entendu d'informer, de communiquer sur les actions du gouvernement en donnant une bonne compréhension des politiques et actions de développement du gouvernement. D'accord. Alors, le capital Ouattara, vous l'avez relevé, repose sur une vision, un leadership. Quelle est cette vision et qu'est-ce qui caractérise ce leadership de Monsieur le Président de la République ? Oui, en disant cela, nous disons que le résultat que la Côte d'Ivoire a obtenu au cours des 10 dernières années ne peut être obtenu si vous n'avez pas un gouvernement qui a de la compétence, qui a du leadership et qui a de la vision. Et je pense que ce triptyque est bien incarné en la personne du président Alassane Ouattara qui sait insuffler cela à son équipe. Donc vous avez donc une expertise avérée. C'est quand même Alassane Ouattara, on connaît son parcours, Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, gouverneur de la BCEAO, directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Donc vous comprenez que là, le parcours du président de la République. L'expertise est là, la compétence est là. Et maintenant, le leadership. Évidemment, si vous n'avez pas le leadership, vous ne pouvez pas gérer une équipe. Et je pense que le président lui-même aime bien dire que ce qu'il a obtenu, ce que la Côte d'Ivoire a obtenu, ce n'est pas sa seule personne, mais c'est plutôt le travail d'une équipe. Aujourd'hui, cette équipe, en termes d'opérationnalisation menée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, je pense que voilà, les résultats que nous avons découlent aussi de la vision. Nous n'avons pas, si vous n'avez pas de vision, ben, vous ne réussissez rien. Vous ne réussissez rien parce que vous allez être dans
la gestion à la petite semaine, à la porte-pièce, sans perspective. Or, avec Ouattara, avec Amadou Koulibaly, les choses sont mises en perspective. On ne gère pas pour aujourd'hui, pour un an. On gère pour 20 ans, 30 ans. D'accord. Alors, en 2 mots seulement, pour que les téléspectateurs puissent comprendre de façon résumée, quand on parle du président Ouattara, parce que si vous avez parlé du capital Ouattara, quand on parle du président Alassane Ouattara, sa vision se décline en 2 mots seulement, c'est quoi? Ben, écoutez, sa vision, c'est l'anticipation. C'est l'anticipation et c'est la planification sur... Aujourd'hui, le président de la République, avec son équipe, le Premier ministre Amadou Koulibaly en tête, ils sont dans des études de la Côte d'Ivoire d'ici à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Vous voyez, la vision est là. Et je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. Le président Ouattara, il a déjà dit, hein, il n'est plus candidat à quoi que ce soit, mais il est en train de travailler sur des programmes de 20 ans, 30 ans. Alors, vous comprenez bien qu'il y a de la vision. D'accord. Une vision et leadership relevé donc dans votre magazine Impact Développement. On va suivre le résumé qui a été bien fait par Franck Quadieu et puis on en reparle sur ce plateau. Impact Gouvernement est un magazine qui offre à la réflexion populaire les différentes actions et programmes exécutés par le gouvernement ivoirien. Dans ce hors-série proposé par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, la mise en exergue du potentiel économique et le modèle de gouvernance qu'incarne le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. L'auteur est Bakary Sanogo, directeur d'ailleurs du Centre d'information et de communication gouvernementale. L'expert en communication, ancien de la Banque africaine de développement BAD et titulaire d'un master en journalisme, acquis à New York University aux États-Unis, effectue une revue mensuelle des grands chantiers et succès de l'équipe gouvernementale confiée au Premier ministre Amadou Koulibaly par le président Alassane Ouattara. L'eurobond ou la mobilisation des capitaux sur les marchés de capitaux internationaux, la diplomatie participative, les services sociaux, expression de la redistribution des fruits de la croissance et bien d'autres aspects et points positifs. Dans une présentation explicite et pertinente, Bakary Sanogo invite donc à l'observation sans concession de la politique de développement du gouvernement, un exercice assumé car l'auteur y va avec verve et passion. Voilà, avec verve et passion. Alors, vous êtes sur ce plateau, M. Bakary Sanogo. Impact Développement, comme vous l'avez indiqué, met en lumière les actions de développement du gouvernement, des actions qui impactent le quotidien des Ivoiriens. Après 11 publications, c'est vrai ça, c'est un hors-série. Donc, en 2 ans, Impact Développement, dites-nous, qu'avez-vous observé comme changement chez ces populations? Nous avons observé les résultats et impacts des projets sur la vie des populations. Vous savez, j'ai le privilège d'accompagner le Premier ministre dans des missions, dans des voyages, dans des visites de terrain, à Gagnoa, à Bondoukou, à Man, dans les villages, dans les hameaux de la Côte d'Ivoire. On était à Sassandra, on était dans toutes ces zones et nous sommes frappés par l'impact des projets sur les populations. Et je pense qu'au-delà des chiffres que tout le monde connaît aujourd'hui, qui valent à la Côte d'Ivoire respect avec les classifications, validations et notations de Mo Ibrahim Foundation. D'accord, donc comment est-ce que cet impact est visible sur le terrain? Oui, cet impact est visible sur le terrain lorsque vous avez attendu pendant 50 ans pour avoir un château d'eau à Lataha, à Korogo ou à Yokoboué dans le Lodjibois. À Bemazo. Oui, Bemazo, ça c'est chez moi. Oui, lorsque vous avez de l'eau et que les femmes n'ont plus à se réveiller à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau, lorsque vous avez un centre de santé, il y en a eu environ 300 centres de santé de proximité. Quand vous n'avez plus à parcourir 50 km, 100 km pour accéder aux moindres soins de santé, vous voyez que cela impacte visiblement votre vie, votre quotidien. Il y a aussi, ça on n'en parle plus, la question des pistes rurales. Je pense que ça c'est quelque chose d'assez fondamental. Qui permet aux populations on parle beaucoup des ponts, on parle beaucoup des 3e ponts, 4e ponts à venir, de ponts de Jacquesville, mais il y a les pistes rurales qui ont été aménagées et cela vous permet aujourd'hui d'aller dans les
petites villes, dans les petits villages. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ce qui s'est passé à ce niveau, c'est quelque chose de fondamental et cela impacte positivement la vie des populations. C'est ce que nous essayons de montrer, que nous avons essayé de montrer dans ce recueil de réflexion. D'accord. Alors, vous relevez un bilan positif dans la gouvernance Ouattara, avec des infrastructures, vous l'avez cité, de l'eau potable, de l'électricité. Mais quelle est la stratégie de maintenance de tous ces acquis? La stratégie de maintenance, écoutez, le gouvernement met en œuvre des projets, les réalise sous l'impulsion de Ouattara. La maintenance, c'est-à-dire comment entretenir, comment entretenir cela. Je pense que le gouvernement est également soucié de cela. Si vous prenez le secteur des ponts, des routes, je pense que le ministre en charge de la question, le docteur Amédée Kouakou, insiste beaucoup pour dire que les entreprises doivent faire le travail comme cela doit être fait avec des matériaux de qualité, et le gouvernement prend aussi des mesures pour pouvoir assurer la maintenance, le suivi. Et je pense que cela aussi de la responsabilité des Ivoiriens, des usagers. Il faut aussi que nous puissions utiliser à bon escient. Vous l'appelez au civisme qui doit continuer. Le civisme, si vous faites de la surcharge, il est évident que les routes ne vont pas durer le temps de leur durée normale. D'accord. Vous parlez aussi des performances au plan international. Alors, donnez-nous quelques éléments d'appréciation de ces performances et quels sont leurs impacts dans notre pays. Écoutez, on l'a vu, la Côte d'Ivoire a accueilli les Jeux de la francophonie. La francophonie. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, le président Ouattara a assuré de grandes responsabilités à ce niveau. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, partie d'un statut de paria international au sommet de la diplomatie avec l'élection au Conseil de sécurité. Je pense qu'il y a eu un véritable repositionnement de la Côte d'Ivoire qui donne aujourd'hui à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens une très très grande fierté. C'était presque une honte à un certain moment de se présenter comme Ivoirien. Aujourd'hui, je pense que cela est du ressort, cela est du passé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place dans le Conseil des Nations. Et cela se voit, madame, lorsque vous accompagnez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à des forums comme les assemblées annuelles du Fonds monétaire de la Banque mondiale, où c'est véritablement le tapis rouge qui est déroulé à Amadou Gon Coulibaly, là où... Donc notre pays est bien positionné sur la scène internationale et vos respects. Alors, vous l'avez dit dans votre publication que des défis restent à relever. À la page 6, je vous invite à prendre votre recueil. À la page 6, vous écrivez ceci. C'est vrai, les défis restent encore nombreux, et ce, dans tous les secteurs. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, doivent faire plus et mieux. Alors dites-nous, comment le CICGE que vous dirigez aide le gouvernement à avoir des retours des ressentis des populations? Le retour des populations, ces retours sont disponibles sur nos plateformes lorsque nous allons dans les missions. D'ailleurs, en disant ici qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il reste beaucoup de choses à faire, cela n'est pas nouveau. C'est le président Ouattara lui-même qui le dit à chacune de leurs sorties. Ils sont assez bien modestes pour dire qu'est-ce qu'il reste à faire, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses. Ils ne vous ont pas dit? Ah oui, non, il reste... Il y a encore beaucoup de routes à reprofiler. Il y a encore beaucoup de zones qui demandent de l'eau potable. Il y a encore beaucoup de centres, beaucoup de zones qui demandent encore un centre de santé. En fait, il y a tant de demandes. Les demandes se sont accumulées au cours des dernières décennies. Donc, il est tout à fait légitime que les populations demandent. Il n'y a jamais rien eu pendant un certain moment. Et tout ça, ça fait partie du leadership, l'humilité aussi du président de la République. Oui, ça, on peut le dire. Voilà. Ça, on peut le dire. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle ivoirienne, 3 mois. Comment, selon vous, le leadership et le génie du président Alassane Ouattara pourrait-il contribuer à les élections apaisées dans notre pays? Je ne m'attendais pas à une question politique, mais, oui, là, mais il faut forcément le faire, c'est d'actualité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, Ouattara et Amadou Gon Coulibaly, par rapport à ce que je sais, ils ont aujourd'hui fait changer le paradigme de réflexion sociopolitique. Aujourd'hui, on ne parle plus, on ne cherche plus le sexe des anges, on n'est plus dans la grande phraséologie que nous avons connue, qui ont amené le pays à bien des choses très très difficiles il y a 10 ans. Aujourd'hui, la problématique, celle qui est sur toutes les bouches, dans tout le pays, c'est le développement.
Tout le monde veut un centre de santé. Tout le monde veut être érigé en sous-préfecture. Toutes les zones, tous les leaders... Pas de développement sans paix, pas de paix sans développement. Oui, aussi. Pas de paix sans développement. Parce qu'en fait, la pauvreté aussi est ce qui contribue à teaser les tensions, etc. etc. Mais quand vous avez un minimum pour améliorer votre condition de vie, ben, ça apaise les cœurs. Je pense qu'aujourd'hui, le président Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont réussi donc à changer de paradigme. Et les préoccupations des gens aujourd'hui, c'est plutôt le développement. Ce n'est plus la politique politicienne. Merci beaucoup. Monsieur Bakary Sanogo, je rappelle que vous êtes le directeur du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale. Merci d'avoir répondu à nos questions. La Côte d'Ivoire est en marche vers la modernité. Pour vous, cela ne relève pas d'un miracle, mais d'une vision, d'un génie, d'un leadership du président Ouattara, d'où le résumé, le capital Ouattara. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. La Côte d'Ivoire est en marche pour son développement. Promouvons la paix dans cette marche vers la modernité. Notre nation y gagnera. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby. Moi, je vous donne rendez-vous à 20h. Prenez soin de vous.